Si tu ne t'autorises pas 48 heures de pause de temps en temps, ton corps et ton esprit finiront par t'imposer un arrêt beaucoup plus violent. On nous apprend très tôt à tenir, avancer, être bon, être productif. Aujourd'hui, on nous dit qu'on peut devenir millionnaire à 20 ans, qu'on doit avoir accompli telle ou telle chose avant 30 ans, parfois même 20. Comme si la vie était une course, comme si s'arrêter même quelques mètres signifiait perdre. Ce qui est finalement assez étrange, parce que ce soit une machine, un avion ou tout simplement un corps humain, ce n'est pas la vitesse qui use le plus. C'est surtout l'absence d'entretien et le manque de pause qui crée une surchauffe qui peut ruiner tous tes efforts. Je viens d'une génération où j'ai longtemps cru que ceux qui réussissent, c'est ceux qui ne s'arrêtent jamais. Ceux qui rentrent chez eux à pas d'heure, qui enchaînent 1000 tâches, qui ont beaucoup de responsabilités, qui ne voient pas leurs proches et qui n'ont le temps pour rien. J'ai cru ça jusqu'à ce que je vois tout le monde s'effondrer, faire des burn-out, craquer et devenir complètement amorphe à force de ne pas s'être écouté pendant beaucoup trop longtemps. Et j'ai donc compris que réussir à écouter ses limites, c'était déjà une sacrée victoire. Dans cet épisode, j'ai envie de parler de santé mentale, non pas comme un grand concept abstrait, mais comme une réalité intime. Comment apprendre à se soutenir soi-même avant de vouloir tout réussir? On parle beaucoup de réussite comme une course sans fin. Avancer, produire, prouver, toujours prouver. Mais à force de courir, on oublie une vérité simple. C'est que sans ta santé mentale, rien ne tient. À compétence égale en étant la même personne, tu n'arriveras pas à réaliser les mêmes choses selon ce qui t'arrive dans la vie à un certain moment. Tu peux être le meilleur ou la meilleure dans ton travail et traverser un deuil, une rupture, des problèmes de santé. Et c'est là que tu te rends compte tout à coup que tes compétences ne sont rien sans ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Mais le mental, ou comme on appelle aujourd'hui le mindset, fait au moins 80% du taf sur le chemin de ta réussite. Donc dans cet épisode, je vais te partager les 3 clés concrètes pour apprendre à lever le pied avant que ton corps t'y oblige. 3 repères qui vont t'aider à détecter les signaux visibles qui annoncent ton épuisement, à sortir de la culpabilité quand tu prends une pause et surtout à transformer ton repos en stratégie de réussite. Tu vas voir que s'arrêter, ce n'est pas abandonner, c'est même le secret pour durer. Et je dis ça en connaissance de cause, je suis bélier et j'ai tendance à balancer toute mon énergie au début et ne pas réussir à tenir sur la longueur parce que j'ai cramé mon énergie beaucoup trop vite, sans stratégie, sans repos et sans aucune bienveillance envers moi-même. Je l'ai remarqué dans le run où même quand j'avais pas l'impression de bombarder dès le début, j'envoyais beaucoup trop d'énergie et sur la fin du run, j'arrivais pas à tenir. Mais en réalité, ça s'applique à beaucoup de facettes de ma vie. J'ai tendance à être tellement enjouée au début que je sais pas préserver mon énergie et que je sous-estime ce qu'il va falloir faire, l'énergie dont j'aurai besoin pour le faire et le temps de récupération qu'il va falloir planifier pour pouvoir tenir sur le long terme. Avant de continuer cet épisode, je me suis rendu compte d'un truc. Vous vous abonnez pas assez. Donc abonne-toi avant de continuer l'épisode, s'il te plaît. C'est pour les chiffres. Et puis de toute façon, si tu écoutes ces contenus, comme ça tu auras les infos en temps et en heure. 1. Le constat. On vit dans une société où tout se mesure. Productivité, performance, résultat. Même si on en parle tout le temps, la santé mentale devient invisible. On a beau parler de développement personnel, de bien-être, de temps pour soi, on est quand même bombardé par des messages où il faudrait gagner 10 cas par mois pour réussir, où on devrait perdre 20 kilos en 3 semaines et avoir des abdos hyper tracés pour pouvoir shine en société, ou même atteindre le 1 million d'abonnés en 3 mois. Le résultat est tellement séduisant qu'on se rend même pas compte que sur le chemin, on crame notre âme, jusqu'au moment où cette santé mentale qu'on avait laissée de côté craque et qu'on n'arrive plus du tout à rien. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on réalise que c'est en réalité elle qui base tout le reste. Pour avancer sur des bases un peu plus claires, on va définir ce que c'est la santé mentale. D'après l'OMS, la santé mentale est non seulement l'absence de troubles, mais aussi un état de bien-être où chaque personne peut réaliser son potentiel, gérer les tensions normales de la vie et contribuer à sa communauté. Ce n'est donc pas un luxe, mais une base. Et il faut se rendre compte qu'on vient de loin, parce que dans les années 80-90, qui ne sont pas du tout lointaines, la fatigue était vue comme une vertu. La culture du workaholic était même célébrée dans les entreprises. Le bosseur qui ne quittait jamais le bureau avant 20 heures minimum, voire parfois 23 heures, ou même pire, en cas de rush, par exemple dans la mode, la période de Fashion Week fonctionne à flux tendu et que les gens partent au moins à minuit, voire 1h du matin pendant cette semaine-là. Bon là c'est ponctuel, ça va, mais c'est pour dire à quel point ceux qui restent, ceux qui tiennent, ceux qui se crèvent sont valorisés jusqu'au jour où ils vont craquer et seront potentiellement, voire sûrement mis de côté. Heureusement aujourd'hui on commence à remettre en cause ce modèle grâce à la génération Z qui valorise davantage l'équilibre et la santé mentale avant les sacrifices professionnels. Enfin, le gap n'est pas si creusé que ça. Donc comment être efficace, productif, sans se crever à la tâche? Je vais donner un conseil pratique. Tu peux te créer un tableau de bord personnel où chaque jour tu vas mesurer ton niveau d'énergie
d'énergie, ta qualité de sommeil, ta capacité à te concentrer, à quel point tu as réussi à te concentrer ou pas, les raisons pour lesquelles tu t'es déconcentré, quelles sont tes bonnes et tes mauvaises habitudes, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Tu peux lister ce qui t'a donné de l'énergie chaque jour et enfin tes moments de joie de la semaine. Ce tableau pourra te permettre de repérer des micro-signaux de craquage avant le craquage. Par exemple, s'il y a des choses qui puisent ton énergie systématiquement, toutes les tâches où tu te déconcentres parce que tu as besoin potentiellement d'en sortir, les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à bien dormir, ou repérer également une longue période de perte d'énergie de laquelle tu n'arrives pas à sortir. Ce qui est difficile, c'est que s'arrêter est souvent perçu comme un aveu de faiblesse. Dans le travail, dans les études ou même dans les relations, dire « je n'ai plus d'énergie », c'est comme s'avouer vaincu, ça sonne comme une défaite. Alors on continue, on tient, on force tout droit, toujours tout droit, on regarde droit devant, en serrant les dents, on met un masque, on montre pas qu'on n'en peut plus, ce qui est d'un côté assez positif parce que c'est bien de tenir, c'est bien d'être déterminé, c'est bien de ne rien lâcher, de toujours vouloir aller plus loin et de ne pas écouter le moindre de ses caprices ou ton corps qui te dit « j'en peux plus pour la moindre chose ». Mais à l'opposé, il faut savoir s'écouter quand même. Parce que si tu te rends pas compte tout de suite que tu vas pas tenir sur la longueur à un moment et que ce moment-là est fatidique pour faire une pause, le petit gain que tu vas effectuer ne vaudra pas le coup face à l'arrêt si long que tu devras faire pour récupérer tes forces parce que tu t'es pas écouté. C'est comme marcher sur une jambe cassée. Si tu continues trop longtemps, l'autre côté en pâtira et tu finiras juste totalement désaxé. Donc c'est là que la vraie question surgit. Et si prendre soin de toi était la vraie réussite ? Dans beaucoup d'environnements, dire qu'on prend une pause est perçu comme un manque d'ambition, un manque de force mentale, un problème de mindset. C'est ce que les chercheurs appellent la culture du hustle qui glorifie le fait d'être toujours occupé. Dans ce contexte, même prendre des vacances est vécu comme un échec. Le temps n'est pas rentabilisé, sauf si on l'utilise pour créer du contenu. Et ce qui est triste, c'est qu'on perd même le sens de la vie. Pourquoi on fait tout ce qu'on fait si c'est pas pour en profiter ? Il y a une culture qu'on glorifie énormément, mais qui a des côtés ultra négatifs dont on parle finalement très peu. Je parle évidemment du Japon. Au Japon, il y a un mot qui existe qui désigne littéralement la mort par surmenage. C'est le karoshi. Karoshi, je sais pas comment ça se prononce. Ce qui est grave, c'est que ce mot existe parce que le cas était tellement fréquent qu'il a fallu le nommer. Au Japon, la culture du travail est ultra importante. Et je me souviens quand j'avais été, c'était il y a un moment, je suis partie en 2015 au Japon, et il y avait une chose qui m'avait choquée et marquée du coup, c'est que même à 23h, je croisais encore des écoliers, parce que comme eux, ils ont l'uniforme, je savais que c'était des écoliers, dans le métro, en train de rentrer chez eux avec leur sac à dos et tout. Mais des écoliers, enfin vraiment, des écoliers quoi, très jeunes et qui étaient encore hyper tard dehors. Et je me suis dit, c'est flippant comment même dès le plus jeune âge, on les surmène pour qu'ils soient efficaces, les meilleurs, ce qui est très bien parce qu'ils ont la culture de la réussite, etc. Mais il faut savoir aussi que le Japon, c'est un des pays où il y a le plus fort taux de suicide et notamment à cause de ce surmenage au travail, de ces burn-out, de tout ce qui en découle, les problèmes sociétaux, les problèmes relationnels, parce que forcément, si on se focus que sur le travail, et l'individualité, on crée pas de relation, donc on se sent seul, même avec une réussite, on se sent seul, on profite pas de la vie, et au bout d'un moment, je pense que le cerveau est craque et les gens n'arrivent plus, parce que si on se ressource pas d'une certaine manière, et qu'en plus on envoie de l'énergie, qu'on ne récupère pas autrement, comment on peut continuer à avancer sans gasoil, quoi, ou sans recharge de batterie, ou on peut utiliser l'image qu'on veut. C'est pas possible en fait. Donc ça craque, ça finit par craquer. Et ce phénomène, c'est une preuve extrême, malheureusement très triste, que s'arrêter n'est pas une faiblesse, mais c'est une question de survie. Donc parfois, il ne faut pas culpabiliser à dire non, à dire stop, à refuser qu'on nous rajoute des tâches, qu'on nous rajoute des sorties, qu'on nous rajoute des devoirs. Et quand je dis on, c'est souvent nous face à nous-mêmes. Et il faut se souvenir aussi que la culpabilité, c'est un indicateur social et pas un indicateur de vérité. C'est pas parce qu'on se sent coupable de s'arrêter qu'on a tort. C'est juste le signe qu'on sort d'un conditionnement très profond. Donc un petit conseil pour réapprendre à dire non, c'est de commencer par des choses simples. Refuser une réunion qu'on juge inutile, s'autoriser voire s'imposer de fermer son ordinateur à une heure fixe, pas dépasser, ne pas flâner pour rien, rester justement productif parce qu'on utilise le prime de notre énergie dans un temps imparti, sans dépasser, et quand on l'a plus, clac, on ferme, c'est fini. Bye, au revoir. Et idéalement, le best, c'est de se planifier dans son agenda un jour off où on cherche pas la productivité, on cherche pas à faire, mais juste à être, ressentir, kiffer, prendre son temps pour justement se ressourcer, retrouver son énergie, retrouver sa créativité, retrouver ses idées, retrouver justement ce qui fait qu'on est nous. Sans obligation ni sociale ni productive. Perso, j'ai souvent eu le besoin de faire beaucoup de choses, gigoter dans tous les sens, faire telle ou telle activité, aller dans telle soirée, produire des vidéos, bosser à droite, bosser à gauche, et faire 1000 tâches à la fois, être toujours occupée,
Un petit peu comme l'image du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, qui a l'impression de perdre du temps et qui court partout. Ferme mes moustaches, je suis en retard, en retard, en retard. Et qui a l'impression d'être toujours en retard. De l'extérieur, on voit qu'il court un peu dans tous les sens. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Et finalement, il fait pas grand-chose à part se mettre dans une certaine angoisse. Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Ce qui est totalement contre-productif puisque comme ça, on va nulle part. J'ai donc appris que me reposer, prendre soin de ma tête, de mon corps, de mon bien-être, apprendre à dire non, à rester seule dans mon coin, c'était pas du temps perdu mais c'était de l'espace gagné. De l'espace mental, de l'espace émotionnel, de l'espace même physique. Parce que sans ce socle, je pouvais pas tenir très longtemps. Ni mes projets, ni mes rêves, ni mes relations ne pouvaient survivre sans cet espace. Parce que la réussite, c'est pas tenir plus longtemps que les autres sur un temps court, mais durer assez longtemps sur un temps long. Le temps de pouvoir aimer ce qu'on fait vraiment. Si on prend les sportifs de haut niveau par exemple, ils planifient leur temps de récupération autant que leurs entraînements. Parce que eux-mêmes et leurs coachs ont bien compris que se reposer, c'était pas une perte de temps, mais une stratégie sur le long terme. Et la santé mentale comme la santé physique fonctionnent sur le même gabarit. Sans repos, pas de solidité, pas de stabilité, donc pas de croissance durable. D'ailleurs, il y a même des recherches qui montrent que le cerveau a besoin de phases de repos, qu'ils appellent mode par défaut, pour consolider les apprentissages, stimuler la créativité et réguler les émotions. Ça veut dire que si tu fais sans laisser un temps pour digérer, c'est un temps de digestion finalement. Tu oublies ce que tu fais, tu n'as pas le temps de t'approprier les compétences que tu viens d'acquérir et tu n'as pas le temps de sentir mais seulement de ressentir. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps d'assimiler des émotions, de les créer, de les laisser grandir et d'avoir un résultat final, mais tu es juste dans la réactivité. Et d'ailleurs, peu importe le domaine, tu remarqueras souvent que c'est pas quand on force qu'on est le plus efficace, mais surtout quand on lâche prise. Donc pense à ton énergie comme une batterie. Si tu l'utilises tout le temps sans jamais la recharger, elle finira par s'éteindre et tu pourras plus rien faire. Ton téléphone, si tu le recharges pas, tu l'utilises pas, c'est mort. Et bah toi c'est pareil, te recharger c'est pas une option, c'est une nécessité. Donc je vais te donner un dernier conseil, c'est de t'instaurer un rituel de micro-pause consciente. Ça peut être 5 minutes sans écran, un exercice de respiration profonde, ou une marche courte ou longue à côté de chez toi, peu importe. L'important c'est de prendre du recul et de te déconnecter à certains moments pour pouvoir digérer les informations que tu reçois, récupérer l'énergie que t'as donnée, ou mettre en perspective une situation qui a été compliquée. D'ailleurs, des études en psychologie montrent que ces petites actions réduisent le stress et augmentent la productivité. Alors si tu dois retenir une chose de cet épisode, c'est que prendre soin de ta santé mentale, c'est inévitable. C'est pas un luxe ni un caprice, c'est le socle qui te permet de tenir sur la durée, d'aimer ce que tu fais et de profiter réellement de tes projets et de tes relations. S'arrêter, se reposer, écouter ses limites n'est pas abandonner, c'est préparer la suite. C'est une forme de courage silencieux qui permet d'aller plus loin, mais autrement. Alors je te laisse avec cette invitation, et si tu considérais tes prochaines pauses non pas comme des pertes de temps, mais comme des victoires invisibles qui garantissent ta liberté et ta créativité. Et comme toujours, si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un mot en commentaire, à m'écrire sur Instagram, à suivre, à t'abonner, oui j'insiste, ou à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait grandement besoin. Parce que ça fait du bien de se rappeler qu'on n'est pas tout seul dans ce genre de réflexion. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et bye!